Rebonjour Robin, donc nous allons continuer cet entretien pour voir de quelle façon, au fond, ton regard anthropologique sur les objets, comment ils sont chargés d'émotions, comment ils marquent les territoires, a des conséquences sur les conditions de vie des ouvriers, en l'occurrence des conducteurs de tram ou de métro. Oui. Moi, je me situe. Alors, c'est vrai que le premier entretien était sur le sens des objets. C'est plutôt une recherche au sens classique, même si elle est un peu hétérodoxe. La deuxième est plutôt de type recherche-action, c'est-à-dire ce qu'on élabore en termes d'analyse des objets, comment, comment on peut décrypter, définir toutes les stratégies qui ont été mises en place dans la construction de ces objets, peut servir à faire réfléchir ceux qui sont devant ces objets, c'est-à-dire qu'ils soient conducteurs de métro, conducteurs de tram, conducteurs de bus. Voilà. Les objets qu'on a analysés, en fait, eux, ils partagent je dirais une commune humanité avec ces objets. Et donc, ils sont façonnés aussi par ces objets. Et donc, l'idée, c'est de me mettre aux côtés des salariés en considérant que la recherche n'a pas pour vocation à uniquement élever la conscience des dominants en pensant que le despote éclairé va être sympa avec le bon peuple. Voilà. Bon, ça, c'est un schéma. Ouais, ça je comprends bien la position. Alors est-ce que tu peux, là, juste traiter un cas bien précis des dispositifs dans les tramways d'hommes morts, par exemple? J'interviens là-dessus. D'abord, juste pour finir sur un point, c'est que ça suppose que le groupe ouvrier, avec les élus, les représentants, soit susceptible d'intégrer cette démarche. Par exemple, sur le métro, cette analyse que j'ai faite n'a pas été du tout partagée par les syndicalistes, a été partagée au titre individuel avec des syndicalistes, mais ça n'a jamais embrayé sur une réflexion portée par le groupe de conducteurs de métro sur pourquoi cette asymétrie. Ils ont considéré, ils ont entériné la position d'asymétrie, ils ont fait leur ce positionnement. Sur le tramway, on a découvert avec une collègue que le dispositif d'homme mort, qui est un dispositif de sécurité qui doit mettre en sécurité les circulations au cas du constat d'une défaillance d'un conducteur. Alors, ça peut être un endormissement profond, ça peut être un évanouissement ou ça peut être la mort, d'où l'appellation d'homme mort. Et on s'est aperçu que le rythme de la fréquence, la temporisation de ces dispositifs, c'est qu'il ne fallait pas tenir appuyé plus de 10 secondes les boutons et que dans la réalité, les conducteurs tenaient 2 ou 3 secondes parce que ça vient en double tâche, ça vient perturber la capacité à se concentrer sur la conduite, ça rajoute du stress parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait une alarme qui sonne, voilà. Et on n'a pas envie d'être pris par un freinage d'urgence. Voilà. Et on s'est dit, c'est quand même curieux, c'est un dispositif ferroviaire, un dispositif de sécurité, et en fait, si quelqu'un a une défaillance, il n'y a aucune raison de contrôler qu'il a relâché le dispositif, ce qui est le signe d'une conscience au poste, qui est primaire, hein, qui n'est pas forcément très fine, et c'est le fait qu'il maintienne appuyé un actionneur, si l'actionneur est bien réfléchi. Voilà. Donc on n'a pas besoin de l'obliger à relâcher périodiquement. On le fait uniquement parce qu'on a peur que le conducteur, historiquement les conducteurs de train, fraudent le système. Comme ça les emmerdait de relâcher, d'être sur le truc, ils bloquaient le cerclo, ils bloquaient l'actionneur, et puis comme ça ils pouvaient casser la croûte, ils pouvaient faire autre chose pendant ce temps-là. Sur les tramways, on ne sait pas pourquoi. Sur les trains, c'était à peu près de l'ordre d'une minute, on pouvait maintenir appuyé une minute. Sur les tramways, ça a été de l'ordre de 10 secondes. Et en fait, il n'y a pas d'écrit là-dessus. Juste dans les entretiens, on s'est aperçu que les ingénieurs qui avaient pensé le système avaient peur qu'il y ait une mort crispée. Et donc il y avait l'idée chez les ingénieurs ferroviaires d'une mort crispée qui était existante. Alors, ça nous a intrigués parce qu'on s'est dit,
un dispositif de diagnostic de la défaillance, un dispositif non pas ferroviaire, mais un dispositif médical. On aurait pu s'attendre à ce que les ingénieurs ferroviaires interrogent les médecins. Et ne l'ont pas fait. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis de leur idée reçue sur les fantasmes de... ce qui revenait le plus souvent, c'est la crise cardiaque, avec la représentation que la crise cardiaque, c'est une crise crispée. Et c'était très intriguant. Alors, il y a deux origines. Il y a le côté de l'électrocution, dans lequel on a tous fait, pour les vieux, les expériences dégueulasses avec les grenouilles qu'on électrifiait pour voir qu'elles sursautaient. Donc, effectivement, si on électrisait, on peut avoir une tétanie musculaire, sauf que c'est improbable avec les tramways. Mais c'est plutôt l'image, un peu, je pense, avec l'imaginaire des morts vivants, c'est-à-dire c'est l'idée que la mort peut être vivante. C'est l'idée, un fantasme fort, depuis Frankenstein, depuis les zombies, depuis que la mort n'éteint pas le tonus musculaire. Donc on a cette idée-là, et qui s'est concentrée sur la crise cardiaque, et j'imagine que c'est lié au film qu'on voit, et où on voit les gens, quand ils ont une crise cardiaque, oh, voilà, et ils restent avec un rictus, ils sont crispés. C'est les récits d'aventuriers où le pirate tient encore le plan du trésor alors qu'il est mort avec un coup de sabre, etc. Et c'est intéressant de voir qu'un dispositif est mis en place dans les tramways avec une contrainte très forte temporelle, parce que les ingénieurs sont habités par un fantasme de mort crispée. Et ce fantasme de mort crispée les amène à imposer aux conducteurs de relâcher toutes les 10 secondes pour être sûr, compte tenu du milieu urbain, qu'ils ne sont pas défaillants, crispés. Voilà. Et quand on leur a dit, c'est pas vrai. Physiologiquement, c'est pas vrai. Quand on a une défaillance, il y a un relâchement du tonus musculaire. Donc ça sert à rien. Et en fait, on a produit un article avec des collègues en 2011. Et en 2012, la fédération CGT, Transport Urbain, nous a demandé d'animer un séminaire sur cette question avec les réseaux de tramway. Et ça a lancé une première mobilisation pour demander la suppression de la VACMA, c'est-à-dire garder le dispositif de sécurité, mais supprimer le côté absurde de la temporisation courte, en tenant compte en plus que la fraude n'est pas un problème dans les systèmes de tramway, à la différence du système ferroviaire interurbain. Voilà. Et voilà. Donc, et l'idée, ça a été de déclencher des actions dans plusieurs réseaux et participer les réseaux qui voulaient bien. Donc, il y a eu une dizaine de réseaux qui ont participé, qui ont fait voter des motions, et hasard ou complot, on ne sait pas, non, hasard. À Montpellier, le CHSCT a fait voter une motion dénonçant la VACMA, l'appellation de ce dispositif d'hommes morts. Et au mois de mai, et en dénonçant le fait que ce dispositif mettait en cause la sécurité de conduite. Et en septembre, il y a un accident parce qu'un conducteur est concentré sur le flottement de piétons aux limites du tracé de la voie ferrée du tram, et il est concentré sur la conduite, et donc il oublie de relâcher. Et comme il est concentré, il n'entend pas l'alarme. Et l'alarme, le freinage d'urgence se déclenche, et un voyageur âgé tombe, se fracasse le crâne et meurt. Et ça fait au sens, alors ça fait un mort, mais ça fait un électrochoc dans le milieu, parce que le syndicat et les syndicats, puisqu'il y avait la fédération qui était derrière, avaient dénoncé à juste titre un scénario qui s'est réalisé. Voilà. Donc ça, c'était malheureusement une chance. C'est-à-dire qu'il y a pu y avoir le lien. S'il n'y avait pas eu le vote de cette motion à Montpellier... Donc, et donc vous avez obtenu gain de cause à la fin? Alors, non. Ça a déclenché ce que Deleuze appelle un événement. C'est-à-dire qu'à partir de là, le milieu s'est interrogé, les gens officiels se sont dit merde,
on est à front renversé. Le syndicat a raison et nous, on a probablement tort et on n'a rien vu, on n'a pas entendu. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ils ont fait une commission, un groupe de travail, une commission d'enquête, un rapport du BEATT. Il a fallu, je passe sur les détails, mais il a fallu qu'un certain nombre de séminaires, d'actions, de mobilisation se fassent. Alors, ce n'est pas non plus des grèves comme on connaît avec les retraites ou avec autre chose, c'est des mobilisations beaucoup plus fines par des réseaux, par des moments autour des accidents, des maladies professionnelles, des troubles musculo-squelettiques, etc. Donc c'est des déclenchements dans différents réseaux qui ont abouti qu'en fait, en 2000, alors il faut attendre, donc c'est l'accident a lieu en 2012, il faut attendre, nous on fait une expertise en 2013, on s'aperçoit qu'il y a une consigne de l'instance nationale du service technique qui recommande une préconisation absurde. Il dit il faut que quand on actionne une pédale de veille, que sans effort, on puisse la maintenir appuyée. Et on leur dit mais si c'est ça, c'est le poids de la jambe, le poids mort de la jambe qui maintient, donc vous ne détecterez jamais une défaillance avec un dispositif comme ça. On les prévient, ils le prennent en compte. Il faut attendre 2015 pour qu'ils modifient cette prescription. Et il faut attendre 2017 pour qu'ils reconnaissent qu'on ne doit plus rechercher la défaillance crispée, que ça n'a pas de consistance, parce que maintenant, le risque d'électrocution n'est plus réel. Or, il n'a jamais été réel sur les tramways modernes qui ont été réintroduits en 1985. Voilà. Donc il faut attendre 2017, donc il faut attendre 5 ans. Et là, on est sur Bordeaux, où on est en bagarre pour obtenir la suppression de la VACMA. On est sur Mulhouse, donc on reste. Et chaque fois qu'il y a une action syndicale qui permet de mobiliser et de faire bouger une direction, alors il y a des fois, il y a des directions, comme à Montpellier, où comme ils ont eu l'accident, ils ont fait évoluer le système. À Clermont-Ferrand, comme il y a eu 8 maladies professionnelles rapidement. Donc, à Clermont-Ferrand. Oui, à Clermont-Ferrand, il y a eu 8 maladies professionnelles. La direction a été aussi tout à fait compréhensive par rapport à ça et a accepté de faire qu'on conduise une modification du poste de conduite. Ce que je veux dire pour finir là-dessus, c'est que c'est un fonctionnement syndical inhabituel, dans le sens où on fait fonctionner, non pas les réseaux, les réseaux de transport sont très fermés sur eux-mêmes, en gros, voilà, ils ont une logique, il y a une complexité du travail syndical folle, et qui fait que, d'autant plus avec les ordonnances Macron, que maintenant, il n'y a plus qu'une seule instance. Donc, il n'y a pas de division du travail, on traite tout en même temps, c'est indémerdable. Donc, ces questions-là sont très difficiles. C'est très difficile de prendre du recul. Donc, il y a bien les grèves générales sur les augmentations de salaire, mais la question des conditions de travail est très peu traitée. Donc, là, c'est vraiment une expérience où on a pu faire circuler de manière horizontale. Donc, c'est un peu l'idée des rhizomes à la Deleuze, hein, de faire fonctionner à l'horizontale, avec le support d'une activation par la fédération à un moment donné, puis il y a des changements à l'intérieur de la fédération, il y a d'autres priorités, puis la fédération est moins présente, mais on continue à fonctionner parce qu'on a des ressources horizontales, on a des ressources dans différents réseaux qu'on peut faire fonctionner. Donc le mouvement continue, mais c'est un mouvement qui n'est pas massif, évidemment, qui suppose qu'il y ait des personnes qui prennent en charge le dossier. À bas bruit, comme on dit. Oui, c'est à bas bruit. Et il faut qu'il y ait une constance de ça. Et ce qui m'intéresse, c'est, pour moi, hein, c'est les partages qu'on a avec les militants qui se chargent des dossiers, parce qu'on rentre dans des relations où il faut imaginer que le milieu du transport urbain, c'est un milieu bac-3. Ils se retrouvent avec plutôt des gens qui sont partis de l'école. Donc, ce n'est pas forcément qu'ils ne sont pas intelligents,
c'est aussi qu'ils n'étaient pas adaptés, ou que l'école n'était pas adaptée à leur forme d'intelligence. Et j'ai rencontré des gens très brillants là-dedans. Mais par contre, ils sont coincés au niveau du langage, au niveau du discours écrit, par exemple. Et ils se retrouvent coincés par les directions qui, eux, sont formés juridiquement, etc., qui ont des ressources. Et, tout. Et donc, moi, mon apport, d'une certaine manière, mon rôle, à un moment donné, une fois que j'ai fait l'analyse avec des collègues sur un objet particulier, c'est un rôle de scribe, d'une certaine manière, pour les aider à tenir les rapports de force dans les instances de représentation. Voilà. C'est HK. Et juste comme une dernière petite question, il y a d'autres secteurs dans lesquels une démarche comme la tienne se fait? Alors, il y a des secteurs, moi j'en connais pas. Après, il y a des secteurs sur les maladies professionnelles, sur les cancers, sur des groupes où il y a eu les groupes amiantes, par exemple, où il y a eu ce genre de ressources avec des groupes intellectuels, le comité Jussieu qui a servi de point d'appui. Il y a sur les pesticides. Moi, je pense aux centrales nucléaires. Il y a sur les pesticides dans le milieu agricole, il y a un travail qui est fait dans le sud-ouest, un travail important. Il y a dans la Val-de-Loire, voilà, c'est très éclaté, mais c'est la question par le milieu ouvrier, la prise en compte des conditions de travail est quelque chose de très difficile à faire parce que d'une certaine manière, la culture ouvrière apprend qu'avoir mal, c'est un peu la contrepartie du travail. Merci Robin sur cet éclairage. Merci encore beaucoup.